Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument du programme de SPSVT, le réflexe myotatique. Oui oui, ce fameux petit coup de marteau sur le genou, mais vous allez voir, derrière ce geste se cache toute la logique de notre système nerveux. L'objectif est simple, faire de ce chapitre un de vos points forts pour le bac. Alors, prêt à le cortiquer tout ça? C'est parti. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce possible qu'un stimulus aussi simple, purement mécanique, provoque une réponse motrice quasi instantanée, sans même qu'on ait le temps d'y penser? C'est une vraie petite énigme de neurobiologie et on va la résoudre ensemble, pas à pas. Voici notre plan de bataille, en 5 étapes. On commence par les bases, ensuite on suit le message nerveux, on décode son langage, puis on applique tout ça à un cas concret, type bac, et enfin une synthèse pour être sûr que tout est bien en place. Allez, on attaque. Bon, première chose, c'est quoi un réflexe? Pensez-y comme un programme d'urgence du corps. Il a 3 caractéristiques en or. Premièrement, il est involontaire. On ne réfléchit pas, ça se fait tout seul. Deuxièmement, il est ultra rapide. Et troisièmement, il est stéréotypé. Face au même stimulus, la réponse est toujours la même, c'est prévisible. Le réflexe myotatique, c'est donc tout simple. Un muscle s'étire et hop, il se contracte en retour. Imaginez que vous êtes debout dans le bus qui freine d'un coup. Votre corps penche, les muscles de vos jambes s'étirent et bam, le réflexe myotatique les contracte immédiatement pour vous stabiliser. En fait, ce réflexe travaille en permanence. C'est notre pilote automatique pour tenir debout. C'est bien plus qu'un simple test chez le médecin, c'est un pilier de notre motricité. Ok, ce réflexe y suit un trajet bien précis, optimisé pour la vitesse. C'est ce qu'on appelle l'arc réflexe. C'est une véritable autoroute de l'information, un circuit court qui évite les bouchons du cerveau pour une efficacité maximale. Ce schéma, il est absolument fondamental. Tout part du stimulus, l'étirement du muscle. C'est détecté par un capteur supersensible, le fuseau neuromusculaire. L'info remonte alors via le neurone sensitif jusqu'à la moelle épinière. Et là, pas de chichi, la connexion se fait directement sur le neurone moteur qui renvoie l'ordre de contraction au muscle. La clé, c'est vraiment cette connexion directe. On dit qu'elle est monosynaptique. C'est ce qui fait de ce réflexe le plus rapide de notre corps. Et voilà le coup de génie du système. La moelle épinière, c'est un peu le centre de commandement local. Elle reçoit l'alerte, prend la décision et envoie la réponse en quelques millisecondes seulement, sans avoir besoin d'attendre l'autorisation du grand patron, le cerveau. Le cerveau, lui, il est prévenu après coup, une fois que l'action est déjà faite. C'est pour ça que c'est si rapide et totalement incontrôlable. Bon, maintenant, on change complètement d'échelle. On va zoomer au niveau microscopique pour voir comment les neurones communiquent. Ils ont un langage bien à eux, un peu comme un code secret en 2 parties. Un code électrique pour voyager le long du neurone et un code chimique pour traverser l'espace entre 2 neurones, la fameuse synapse. Alors, le message électrique, c'est le potentiel d'action, le PA. C'est une impulsion électrique, un bip nerveux de tension constante qui se propage. Le truc, c'est que ce bip est en tout ou rien. Soit il y en a un, soit il n'y en a pas. Alors comment le neurone peut-il coder l'intensité du message? Eh bien, il ne trie pas plus fort, il crie plus souvent. C'est ça le codage en fréquence. Un petit étirement, c'est quelques bips espacés. Un gros étirement, c'est une rafale de bips. Retenez bien ça, c'est un point essentiel pour le bac. Quand le message électrique arrive au bout du neurone, il se retrouve face à un vide, la fente synaptique. L'électricité ne peut pas sauter. Il faut donc changer de langage. On passe de l'électrique au chimique. La rafale de potentiel d'action va déclencher la libération de molécules messagers, les neurotransmetteurs. La traduction est directe. Plus il y a de bips électriques qui arrivent, plus grande sera la quantité de messagers chimiques libérés. C'est le codage en concentration. C'est une véritable chorégraphie. Le potentiel d'action arrive, ça déclenche la libération de neurotransmetteurs, ces molécules traversent l'espace, se fixent sur des récepteurs et déclenchent un nouveau potentiel d'action de l'autre côté. Mais attention, un détail est crucial. Il faut arrêter le signal. C'est le boulot de l'enzyme nettoyeuse, l'acétylcholinestérase. Elle vient dégrader l'acétylcholine. Sans elle, le signal continuerait en boucle et ce serait la contraction permanente. Et on arrive au déclencheur final. Le potentiel d'action qui se propage sur le muscle va ouvrir des vannes à calcium à l'intérieur de la cellule. C'est cette vague d'ion calcium qui est le signal ultime, celui qui donne l'ordre aux protéines du muscle de se contracter. La boucle est bouclée. Un message électrique devient chimique, puis redevient électrique, pour finir en un signal ionique qui provoque une action mécanique. C'est ça la beauté de la physiologie neuromusculaire. Allez, assez de théorie, on se met en condition d'examen. C'est là qu'on voit si on a vraiment compris. On va analyser ensemble un cas d'intoxication, un grand classique au bac, pour voir comment mobiliser toutes les connaissances qu'on vient d'acquérir.
Voilà le genre de sujet qui peut tomber. On vous présente une intoxication par des pesticides, les organophosphorés, et on vous demande de justifier l'action des deux antidotes qu'on utilise, l'atropine et la pralidoxime. L'analyse des documents, c'est toujours la première étape. On comprend vite que le pesticide bloque l'enzyme nettoyeuse. Résultat, l'acétylcholine s'accumule dans la synapse et surstimule les muscles en permanence. La solution est donc une double action. D'abord, l'atropine vient boucher les serrures, les récepteurs, pour empêcher l'acétylcholine en muxet d'agir. C'est la solution d'urgence. Et en parallèle, la pralidoxime vient réparer l'enzyme bloquée. Elle s'attaque à la cause du problème. C'est une stratégie vraiment complémentaire et intelligente. Attention, cette diapositive, c'est de l'or en barre pour le bac. La méthode est toujours la même, c'est ce que les correcteurs attendent de vous. Étape 1, j'analyse les documents, je deviens détective. Étape 2, je relie ces indices à mes connaissances de cours, je fais le lien. Étape 3, je construis une argumentation logique et structurée qui répond à la question. Si vous maîtrisez cette méthode, vous maîtrisez l'épreuve. Allez, on termine. On récapitule les points absolument essentiels à maîtriser et surtout, les erreurs classiques à ne pas commettre. Voilà votre kit de survie pour ce chapitre. À gauche, les incontournables à connaître sur le bout des doigts, l'arc réflexe, les deux types de codage, les molécules clés. Et à droite, les pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. N'hésitez pas à faire une pause, à prendre une photo, c'est la fiche de révision parfaite. Les examinateurs adorent vérifier ces points précis, donc soyez prêts. Et on finit avec une question pour ouvrir un peu le débat. On a vu que des poisons peuvent bloquer nos synapses. Mais pensez à toutes les autres substances qui, au contraire, les stimulent ou les modifient. La caféine qui nous tient éveillés, certains médicaments, ou même des venins qui paralysent. Chacune de ces molécules est en fait une clé qui vient agir sur la serrure ultra précise de nos synapses. Comprendre ça, c'est la porte d'entrée de la pharmacologie et de la toxicologie. Alors la prochaine fois que vous buvez un café, demandez-vous « Quelle incroyable chorégraphie moléculaire suis-je en train de déclencher dans mon cerveau ?» La SVT est partout, continuez d'être curieux.